Bonjour à tous, merci au professeur Louis et professeur François pour l'invitation. La présentation sera écrite en anglais et parlée en français. Et rapidement, je veux dire que je suis le coordinateur du programme en sciences environnementales et les recherches que je conduis sont liées au programme de recherche GOVAGUA qui fait partie d'un groupe de recherche sur la gouvernance environnementale. Et bien des choses des aspects que je pourrais parler ont été dit déjà par Anna. De toute façon, c'est quand on parle sur la gouvernance et la gestion de l'eau dans la région métropolitaine de São Paulo, c'est qu'on doit admettre l'existence de deux conditions de ville. Pas simplement à São Paulo, mais ce sont deux villes. Les villes avec les services et les villes avec moins de services ou avec très peu de services. Non? Et aujourd'hui, la région métropolitaine de São Paulo, selon les données officielles, elle n'a pas presque de problème de l'accès à l'eau, même par les populations de revenus qui sont réduits. Mais les grandes questions qui se posent sont liées à l'assainissement. Alors, c'est ce qu'on doit toujours mentionner. Et ce n'est pas un plaisir de parler des choses qui nous manquent, non? Mais c'est la réalité. C'est le passif social, le passif des aspects d'accès à services et en face de tout ça, les passifs environnementaux des villes de l'échelle de São Paulo. Parce que la ville de São Paulo a 11 millions et demi d'habitants, mais la région métropolitaine a presque 19 millions d'habitants. Hein? Alors avec Mexico, ce sont les deux plus grandes villes de l'Amérique, avec des aspects et des questions qui se posent de façon très complexe. Quelques aspects ont été déjà présentés par le professeur Oscar hier. Alors, mais quand on parle de la gouvernance de l'eau et on se demande qu'est-ce que c'est la question qui se pose aujourd'hui, elle se pose principalement toute la question de l'articulation entre les différents niveaux de gestion de l'eau qui, dans le cas du stade de São Paulo et des autres États, c'est au niveau provincial, mais il y a des municipalités aussi qui ont le service public de l'eau, mais la grande majorité des municipalités de l'État de São Paulo sont liées à la gestion par une compagnie publique qui a une logique privée, mais c'est une compagnie publique qui a été créée pendant la période militaire, depuis 1970, et qui est une compagnie très moderne, comparable aux compagnies internationales. Les changements des politiques de l'eau ont été déjà présentés hier, et les aspects de la gouvernance de l'eau dans la région métropolitaine, mais aussi macro-métropolitaine, qui ça implique de 5 à 6 bassins autour de l'opérationnel du développement lié à São Paulo et son hinterland. Et les questions que nous vivons continuellement, alors le problème de la pollution de fleuves et rivières, les questions de l'équation entre la quantité de l'eau et la qualité de l'eau, les questions de la pollution de l'air. Hein? Et maintenant, un nouveau thème qui est encore un peu en ouverte, disons, parce qu'on ne peut pas être définitif sur les arguments, que c'est la question du changement climatique, mais que c'est quelque chose qui est en train de se devenir de plus en plus visible dans le quotidien de nos villes. Non? Et bon, ça on avait parlé hier, alors c'est pas besoin, mais de toute façon l'aspect de la décentralisation, de l'intégration
et de la participation, et aussi l'aspect lié à l'eau comme un bien économique, qui c'est important si on le compare aux autres pays d'Amérique latine. Comme un bien économique, mais pas privé, comme un bien économique, un bien qui coûte. Non? Et ça, c'est lié aussi aux questions de redevance et tous les thèmes qui ont été hier mis par le professeur Oscar sur les agences de l'eau, etc. Tous ces aspects aussi ont été présentés. Nos chiffres sont identiques sur le comité des bassins, parce que quelquefois tu dis il y a un 9 et des choses comme ça. Non? Et ce sont les aspects que c'est important parce que c'est la génie institutionnelle de la logique de gestion de l'eau entre les différents niveaux de gouvernement. Et la politique de l'eau à l'État de São Paulo, c'est le début à 1991. Non? Vous voyez, ici c'est la région métropolitaine de São Paulo, et c'est ce qu'on appelle la macro-métropolis. Ça fait comme ça, plus ou moins. Ça fait presque 180 municipalités qui sont d'une certaine façon liées. Alors c'est presque une troisième partie des municipalités de l'État de São Paulo. Et l'État est divisé en 22 comités de bassins depuis 1991. Non? Alors, vous voyez la dimension de la complexité. L'État de São Paulo a presque 40 millions d'habitants. Ici, nous avons une vision sur la région métropolitaine de São Paulo. Ici, c'est la municipalité de São Paulo. Hein? Tout ça, c'est la région métropolitaine de São Paulo. Et l'eau, elle vient de différentes sources, même de sources qui ne sont pas dans la région métropolitaine. Et ça apporte de conflits d'intérêts qui sont importants liés à la question des outorgations de l'eau. La région métropolitaine de São Paulo, on peut dire qu'elle marche sur la glace, non? Walk on thin ice, non? Parce que ça dépend s'il y a la sécheresse, on est vraiment dans une situation très complexe et les gens s'oublient ça rapidement sur ces aspects. Alors, la région métropolitaine de São Paulo, on peut dire sans aucun doute qu'elle est vulnérable du point de vue de l'accès à l'eau. Elle est vulnérable, elle doit se refaire tout le temps pour voir les alternatives que se posent pour avoir de l'accès à l'eau. Non? Comme je disais, c'est une des plus critiques en termes de la disponibilité de l'eau, non? Pour 20 millions d'habitants, et de l'eau qui vient des autres bassins. Et d'un autre aspect, c'est important de dire le suivant. On est dans un moment qui est différent de celui qui est passé à 20 ans. Alors, il y a eu une croissance démographique importante jusqu'à le 85 plus ou moins. Mais le Brésil a eu une énorme réduction de la croissance démographique. Alors c'est que les démographes appellent de transition démographique. Alors la question qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas la croissance des populations, mais c'est la manque de politiques publiques qui garantissent l'accès à une urbanisation plus adéquate. Non? Alors, mais les questions qui se posent exactement, ce sont le passif environnemental. La manque d'assainissement provoque dans toutes les grandes villes brésiliennes, sans exception, même dans l'Amazonie, la contamination des eaux des fleuves. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. C'est absolument réel. Non? Et ces problèmes, naturellement, se multiplient et la façon de réduire ça, c'est l'expansion de services d'assainissement. Et ça se fait d'une façon à l'État de São Paulo. C'est une compagnie riche si comparée à d'autres compagnies. Il y a eu un investissement important, mais le volume à résoudre est énorme. Non? La technologie est quelquefois
contradictoires en termes de la meilleure façon. Je n'entre pas dans le terrain de Oscar, mais il y a le choix qu'on avait fait pour l'assainissement à São Paulo est énormément complexe. Ça prend beaucoup de temps. Les autorités disent que jusqu'à 2018-2019, les questions d'assainissement, d'accès à assainissement et de traitement de déchets seront solutionnées. Enfin, c'est quelque chose à voir, non? Alors ici, on a un peu le donné, non? C'est ce que c'est la région métropolitaine de São Paulo, c'est 2,4% de l'État, personnes du territoire de l'État, 35 des 39 municipalités et presque 100% de la population. Alors, comme je disais, les données aujourd'hui montrent 1,2% par an à la région métropolitaine, parce que la discussion de périphérie, il y a la périphérie à la ville de São Paulo, mais il y a la périphérie aussi dans les différentes municipalités de la région métropolitaine. Alors, c'est compliqué parce que habiter à la région métropolitaine et pas à la ville de São Paulo ne signifie pas qu'on habite dans des régions absolument pauvres, pas du tout. Il y a des régions d'énormes richesses dans chacune des municipalités. Alors, il y a la même gradation dans chacune des municipalités de la région métropolitaine de São Paulo, non? Alors, mais de toute façon, les questions qui se posent sont qu'il y a à la périphérie de la ville de São Paulo des problèmes comme celle qui est présentée. Alors, s'ils sont favelas, s'ils sont terrains irréguliers, lotissements irréguliers, quelquefois, il n'y a pas beaucoup de différence en termes de l'accès aux services. Ça apporte, quand on parle de la région métropolitaine, une occupation massive et l'investissement en infrastructures, non, des différents types de... C'est vraiment une complexité énorme de capturer l'eau et de le distribuer à la région métropolitaine. Ce sont des œuvres gigantesques, non? Le système Cantareira, c'est un système absolument complexe, non? Et c'est ce que je disais, si on était dans le Moyen-Orient, non? Et le problème entre Israël et Palestine sur l'eau se peut comparer entre la question de la région métropolitaine et le hinterland de l'État de São Paulo, parce qu'ils doivent négocier l'eau, non? Ils doivent négocier l'autorisation de l'eau. Alors, c'est pas simplement que l'eau est donnée, non? Il y a une négociation, elle devient de plus en plus complexe, et la région métropolitaine, enfin, si elle n'arrive pas à avoir ces négociations, il n'y aura pas l'eau suffisante, non? Alors, de plus en plus, ça demande des œuvres d'infrastructures plus complexes pour en apporter l'eau de plus loin. Et c'est ce qu'on a eu l'effort de faire au moment où on ne pose simplement que tout doit être en faveur de compagnies de construction d'infrastructures, c'est d'essayer de faire la plus grande rationalité pour l'accès à l'eau, mais à ce moment, on voit qu'il y a besoin de nouveaux œuvres d'infrastructure pour apporter l'eau de plus loin, non? Et comme je dis, ça c'est la disponibilité de l'eau de la région est encore très réduite, et même quelquefois plus réduite que dans la région du nord-est brésilien où il y a des problèmes d'eau. Ça, ce sont des données gouvernementales, non? Alors, 3 aspects doivent être considérés, non? La première question, c'est cette population qui commence aussi à utiliser plus d'eau, non? Parce que s'il y a une croissance de revenus, aussi les gens commencent à avoir une demande plus grande de l'eau. Alors, ça, c'est un aspect important. Et ces dernières années où il y a eu une croissance du revenu, une distribution de revenus, ça a signifié qu'il y a eu une demande croissante. L'autre chose, c'est la quantité de l'eau qui n'est pas dans de bonnes conditions et combien ça coûte pour la garantir, la qualité, non?
l'investissement en chlorine par la compagnie de sanitation de l'eau, Sabesp, est énorme. Et ce sont des chiffres fabuleux. Alors, on peut dire qu'il n'y a pas de problème de boire de l'eau du robinet, mais la culture fait que les gens de plus en plus, les gens payent des eaux minéraux discutables, non? Mais si tu mets le nom d'un saint, ça devient une eau qui est buvable, mais l'eau du robinet à la municipalité de São Paulo est buvable, un peu de goût de chlorine, mais ça ne fait pas mal, très mal. Non? Et les questions du contrôle des inondations, non, et la mitigation qui sont autre problème non? Alors, c'est ce qu'on peut dire qu'il y a eu effectivement des améliorations importantes, non? Et de notre aspect, qu'il y a la question de la gestion de l'eau, ça devient de plus en plus institutionnalisé, la création de comités de gestion. Et dans le cas de la région métropolitaine de São Paulo, c'est un cas un peu différent de ce que le professeur Oscar a mentionné, parce qu'on a créé dans la région métropolitaine des subcomités aussi. Et ces subcomités ont développé des lois qui articulent l'aménagement du territoire avec la question de l'eau. Ça s'appelle loi spécifique, qui s'était proposée par la loi des sources à l'État de São Paulo. C'est une spécificité d'État de São Paulo. Et ça apporte d'une façon une vision locale et quelquefois ça perd un peu la vision du global. Mais ce sont des génies institutionnels du point de vue de considérer la complexité. Non? Le mot principal, c'est la complexité. 18 millions d'habitants, 5 différents bassins, et chacun essayer de se voir dans la totalité. Parlons, ça, on parle de la gestion de l'eau, on ne parle pas de l'opération, de la distribution, ce sont les compagnies. C'est ça, non? Et bon. Et les aspects alors qui se posent exactement, ce sont les questions liées à la qualité, à la rationalité, à la réduction de... Bon, les problèmes qu'on voit, non? Chacun, on voit l'expansion ou la multiplication des inondations. Non? Ça, ce sont possiblement changements climatiques, quelques aspects, mais fondamentalement, c'est la façon que l'aménagement du territoire a été mené et la manque d'un dialogue, même s'il y a eu beaucoup d'œuvres dans la région métropolitaine de São Paulo, on a créé ce qu'on appelle des grandes piscines, des piscines de, comment on l'appelle en français? Réservoirs, non? Et ce sont des réservoirs ouverts. Alors, quand il ne pleut pas, ils sont difficiles, la manutention est très précaire et on a des espaces qui sont des piscines où c'est pas recommandable de nager, non? Et l'accumulation de tout le déchet, etc., c'est un problème. Mais c'est en même temps une solution, non? Partielle qui a été, je crois que maintenant à la région métropolitaine, il y a 38 de ces réservoirs pour garantir que l'eau, quand il pleut beaucoup, qu'il y a un certain contrôle. Non? Et l'autre aspect, c'est toujours que quand il y a les inondations ou le problème, les autorités disent, bon, cette pluie a été complètement anticyclique, ce n'était pas commun comme ça, alors c'est les chiffres à chaque année, il augmente. Non? C'est ce qu'on voit, le climatologiste montre depuis quelques ans qu'il pleut avec moins fréquence, mais avec plus d'intensité à la région métropolitaine de São Paulo dans d'autres régions. Et le système d'infrastructure est incapable de supporter ça. Non? Absolument insuffisant pour contrôler et mitiguer. Alors ça pose une autre question, que c'est l'énorme demande d'investissement dans une infrastructure qui est une infrastructure faite au décours du XXe siècle qui est insuffisant. Non? Et l'autre aspect qui est important de destaquer aussi, c'est la question de la manque de prévention, des politiques de prévention de désastres, non? Et l'infrastructure basique pour
contre les inondations. Alors, le thème des inondations, c'est devenu pour nos villes quelque chose constant, non? Ça fait partie du quotidien. Ici, on peut voir, c'est ce que je disais, de réservoirs. Ça, c'est aussi un des réservoirs. Hein? Ça, c'est exactement la précarité de cette urbanisation qui affecte soit en São Paulo, à Rio, dans les villes qu'on veut montrer ça. Et ça, ce sont les situations de coûts, non, des inondations. Non? Alors, imagine ça. J'ai vu ça complètement plein. J'ai fait un film qui s'appelle, le nom de la rivière, s'appelle La rivière des concrets. Non? Ça, c'est le fleuve qui s'appelle Pirajussara. Ça arrive jusqu'à l'université de São Paulo. Non? Et quand c'est plein, ça complète. C'est totalement plein de l'eau depuis des ans. Mais maintenant, ça a été réduit à cause de cette construction. Non, ici, ce sont les images, non? Et les images exactement absurdes, non? Alors, d'un trou qui s'ouvre dans la rue, je ne sais pas si c'est à São Paulo ou si c'était, mais il tombe en voiture. Ça, c'est pas aussi, ce sont des images de São Paulo, de Rio, enfin, provoquées par l'augmentation de l'eau. Et en considérant qu'on n'est pas à côté d'un fleuve, etc., non? Que ce sont quelquefois des distances. Et ça, ce sont tous des images. Ça, c'est en 1967, au centre de la ville de São Paulo. Vale do Anhangabaú, c'est le centre de la ville. Non? Mais ça, c'est l'avenue marginale, que c'est l'avenue qui vient de l'aéroport de la ville, l'aéroport international, et qui fait la périphérie, à la circonvallation de la ville. Mais ça, ce sont des scènes qui ont devenu quotidiens. Non? Et les gens, c'est ça, et ça arrive en 5-10 minutes, ça vient comme avec une violence énorme. Alors, c'est vraiment dangereux d'habiter dans ces conditions. Et j'ai dit que vraiment, même j'ai des personnes proches qui ont vécu situations dramatiques, alors c'est pas quelque chose qu'on voit simplement sur le journaux, non? Mais ça montre quelque chose. Alors, ici, c'est proche d'où j'habite, il y a un petit ruisseau, et le ruisseau est couvert, mais les eaux, elles font son service, non? Enfin, c'est leur place, c'est pas là. Non? Alors, les questions de solutions, c'est naturellement une des questions importantes que se pose la réduction de l'érosion, le contrôle de tous les thèmes de déchets, même s'il y a un service de déchets, disons, à la ville, à la région métropolitaine qui n'est pas insuffisant, mais non? Les questions que se posent exactement les solutions qui ont été toujours palliatives, non? Et tout le débat que nous sommes en train de faire sur l'articulation entre l'aménagement du territoire, hein, l'adéquation de logement, non? Parce que ça, par exemple, toutes les questions des occupations irrégulières, non? Les coûts politiques que ça a, et les aspects liés au code de la ville, le statut de la ville que Anna a montré aussi. Et quand on parle alors du thème de l'eau associée à l'articulation intersectorielle et ses défis, on arrive toujours dans le même thème que dans chaque société se sont résolus de façon différente, mais que de plus en plus demandent effectivement des questions centrales que c'est l'intégration, non? L'information qui permet la réponse la plus rapide, non? Il y a eu bien des désastres cette année au Brésil dans différentes situations qui montraient l'importance qu'il y avait de la défense civile et tout ça, le système d'alerte. Alors, il y a une préoccupation des autorités nationales de fédéraliser la question de gestion des désastres et aussi d'améliorer
toute l'instrumentalisation pour la prévention, pour l'information climatique. Il y a eu un grand investissement de ça en sciences et ministère des Sciences et Technologies. Et de toute façon, c'est ce qu'on voit que chacun est un peu à son destin, non? Alors, les personnes n'ont pas beaucoup de croyances aux autorités, non? Et les discussions qui se posent aujourd'hui, c'est comment on peut restituer, maintenir les rivières, augmenter le vert autour des fleuves, non? Et gérer de plus en plus un dialogue avec la société sur les façons de mitiguer ces impacts. Mais comme on disait, alors quand la pluie vient, elle vient rapidement, il n'y a pas beaucoup de réponses, sinon d'être agile et à risquer à perdre des biens matériaux et pas perdre sa vie. Non? Bon, c'est ça, ça c'est cette fleuve Tieté, non? Et les avenues qui sont autour de ça et que quand il pleut, il peut être couvert par l'eau. Merci.